Florence Portelli, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidate à la présidence des Républicains, maire de Taverny dans le Val d'Oise. Cette candidature, elle a lieu alors qu'il n'y a pas de candidature de grands ténors comme Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse. Ils ont renoncé. Pourquoi? Parce qu'elle est jouée d'avance, cette élection? Non, ça les regarde, c'est pas une fin en soi d'être candidat à tout. Ils se consacrent à leur région, ils ont fait ce choix-là. Ils ont été mandatés par leurs concitoyens pour s'occuper de la région jusqu'à la fin du mandat. Enfin, on n'est pas. Vous ne pensez pas qu'elle est jouée d'avance? Être candidat à tout, on a le droit quand même en démocratie de ne pas se présenter. Non, bien sûr que non, que c'est pas joué d'avance. Laurent Wauquiez apparaît comme l'archi-favori. Enfin, on fait tout pour le présenter comme tel. Après, dans la réalité des faits, je ne pense pas qu'il soit archi-favori. Vous savez, moi, j'ai fait la campagne de François Fillon pendant les primaires également. Et pendant toutes les primaires, on nous a ri au nez en disant « Mais pourquoi il insiste? Il va faire 8%, il est ridicule. » Ça se jouera entre Sarkozy et Juppé. Juppé sera président de la République. Donc j'ai l'habitude. On va écouter Daniel Fasquelle. Il est sur la même tonalité que vous. Puis vous savez, les archi-favoris, on sait ce que c'est à droite. Alain Juppé devait gagner la primaire, François Fillon devait gagner la présidentielle. Moi, je devais être battu dans ma circonscription contre la BFI d'Emmanuel Macron. Puis ça s'est absolument pas passé dans aucun de ces cas. Et j'ai gagné d'ailleurs dans ma circonscription et au Touquet contre la belle-fille de Monsieur Macron. Je suis pas l'adversaire de Laurent Wauquiez ou de Maëlle de Calandre, Florence Portelli. C'est bien aussi de citer leur nom. Moi, je vais devant les militants, je dialogue avec eux déjà depuis plusieurs mois. Je vais continuer pour reconstruire le parti, pour refaire des Républicains une grande force politique qui est la confiance des Français. Daniel Fasquelle, c'est une candidature dangereuse pour vous? Écoutez, moi je me situe pas du tout dans la même fourchette que Daniel Fasquelle et Maëlle de Calandre, parce que je n'ai pas eu besoin d'aller demander de faire de la mendicité pour avoir des parrainages. Les parrainages des militants, je les ai eus facilement. J'en ai eu plus de 6000. Et d'ailleurs, je trouve assez incroyable qu'on ne voit pas ce chiffre-là. C'est-à-dire le minimum requis, c'était 2300 et quelques. Moi, j'en ai eu 6000. Les deux autres ont quand même dû aller demander de l'aide. Moi, ça n'a pas été le cas. Donc, il y a un vrai élan des militants. Vous en avez eu beaucoup, sans doute beaucoup de militants fillonistes, parce que vous avez fait beaucoup la campagne de François Fillon. Est-ce que c'est pas une étiquette dangereuse, finalement, d'être celle qui a participé à la défaite, finalement, de François Fillon? Écoutez, tout le monde a participé dans ce cas-là à sa défaite parce que c'est le candidat de la droite et je continue à penser qu'il avait le meilleur programme possible. Et quand vous allez dans des réunions, il y a en effet des gens qui ont soutenu François Fillon dès la primaire, mais il y a aussi des gens qui me soutiennent, qui ont tout simplement soutenu François Fillon parce que c'est le candidat de la droite et qui ont voté Sarkozy ou Juppé ou d'autres à la primaire de la droite. Donc non, quand vous rassemblez plus de 6000 parrainages sur toute la France et même en Outre-mer, je vous assure que vous allez bien au-delà d'un électorat dit filloniste. Mais c'est très tronqué parce que forcément, on était tous derrière Fillon, c'était notre candidat. Vous dites qu'il avait le meilleur programme, François Fillon. Ça veut dire que vous, aujourd'hui, vous êtes sur une ligne filloniste. C'est un peu ça que vous portez dans cette élection Non, je suis sur ma ligne. Moi, je suis pas sous tutelle, donc j'ai pas eu besoin des parrainages et des coups de main des uns et des autres. Et j'ai pas besoin non plus de la tutelle d'un ténor ou d'un ancien candidat. Donc, il y a le programme de François Fillon que j'ai soutenu. Ça, c'est vrai. Et en même temps, j'ai ma propre particularité. Je parle aussi beaucoup de fracture sociale et de fracture territoriale, parce que pour moi, c'est extrêmement important. Je pense que ça a été trop absent des débats de la droite depuis une vingtaine d'années. Depuis que Chirac et Séguin ont porté ces thèmes-là en 1995, la droite a après totalement abandonné ce terrain-là, ce qui nous a coupé d'une grande partie des classes populaires, ce qui explique aussi pourquoi il y a eu les présences du Front National successives au second tour de la présidentielle. Moi, j'entends vraiment parler de ça. Laurent Wauquiez parle aussi des couches populaires. Vous ne pensez pas qu'il peut rassembler plus largement? Il parle de fracture sociale depuis peu. Moi, je le fais depuis toujours. Donc, je suis venue en politique avec Philippe Séguin et je n'ai pas renié d'où je venais. Je n'ai pas navigué à vue. Et je parle aussi d'écologie. Moi, c'est extrêmement important. Une écologie de droite qui ne soit pas une écologie punitive ou une écologie qui taxe les plus pauvres, une écologie contre les modes de transport actuels, parce que c'est complètement, comme le fait la maire de Paris, ce qui est complètement fou. Mais une vraie écologie de droite. Je pense que là-dessus, on est très en retard dans notre parti. Je parle aussi beaucoup de culture. Je pense que la culture, c'est quelque chose d'hyper important. Quand on veut lutter contre le terrorisme, on ne peut pas simplement parler des questions d'immigration mal contrôlée, de montée de la radicalité, de l'insécurité. Il faut aussi qu'on parle des racines du mal, qui sont les problèmes éducatifs, les problèmes familiaux et les problèmes culturels. Il y a une question qui se pose aujourd'hui chez les Républicains, c'est cet éventuel procès qui est fait à Laurent Wauquiez sur un pacte avec le Front National. Est-ce que vous avez des doutes sur le fait que Laurent Wauquiez veuille se rapprocher du Front National? Et vous, quelle est votre position là-dessus? Écoutez, j'en sais rien. Moi, ce qui est sûr, c'est qu'on ne risque pas de me poser ce genre de questions.
Et ce que je trouve intéressant, c'est de voir que la question se pose pour lui. Ça lui d'y répondre, mais en tous les cas, moi, non seulement on ne me poserait pas la question, parce que j'ai toujours été claire. Le soir du premier tour de la présidentielle, j'ai appelé à 20h, j'étais porte-parole, à voter pour Emmanuel Macron, parce qu'on n'avait pas le choix, c'était la présidentielle. Et si j'avais été invitée à débattre face à Marine Le Pen sur l'émission de France 2, croyez-moi que j'y serais allée, j'ai rien à cacher. Il n'y avait pas de vote blanc possible pour vous au second tour? Non, surtout pour l'élection présidentielle. Alors vous souhaitez un débat télévisé avec tous les candidats à la présidence des Républicains. Vous avez écrit à vos concurrents. Est-ce qu'ils le souhaitent eux également? Je ne suis pas sûre que tout le monde le souhaite, mais en tous les cas, moi je le souhaite parce que tout simplement, j'ai rien à cacher. De deux, je pense que le débat, c'est sain. Débattre, ça ne veut pas dire s'agresser, faire des attaques ad hominem, mais au contraire, c'est débattre des différences d'idées. Sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'élection. Ça veut dire qu'il n'y a pas de ligne de pensée différente. Ça veut dire qu'il faut autoproclamer un courant, une ligne. Et ça, je pense que c'est chacun peut s'exprimer, mais en débat, est-ce qu'on n'affiche pas au grand jour des divisions qui peuvent pas des se divisions, retrouver mais des après, différences. comme dans la primaire? Pas des divisions, mais des différences. Et des différences, c'est extrêmement sain. Et heureusement qu'il y en a dans une démocratie ou dans un parti politique. Parce que sinon, il faudrait nous dire, voilà, il faut un candidat unique. Mais ce débat au grand jour, il n'a pas coûté très cher à Alain Juppé pendant l'entre-deux-tours? Mais il a peut-être coûté cher parce que David François Fillon était meilleur. Mais ça, c'est bien. Vous savez, quand on fait une compétition, on ne la fait pas en trichant, on ne la fait pas en se cachant. On peut se rassembler quand même derrière. Vous n'avez aucune inquiétude sur le fait que tous pourront se rassembler derrière le gagnant de cette présidence des Républicains. Vous travaillerez avec Laurent Wauquiez s'il est élu? Moi, je cours pas après un poste. Je cours une compétition justement pour proposer une ligne et pour incarner, je pense, que les militants attendent. Ce qui explique pourquoi mes réunions ont du succès, pourquoi j'ai eu plus de 6000 parrainages. Mais je ne suis pas là pour aller quémander un poste. Je vois que certains commencent déjà à dire je travaillerai avec une telle ou un tel. Ça, je crois que c'est de la vieille politique. Ça m'intéresse pas. Ça intéresse vraiment pas les gens de droite qui sont déboussolés, qui en ont ras-le-bol, qui entendent juste faire porter leurs valeurs parce qu'ils considèrent qu'elles sont encore très importantes aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que le futur président des Républicains a vocation à être le candidat de la droite à la présidentielle? Non, justement, je pense que c'est ma grande différence avec Laurent. Lui, il vise 2022? Il vise 2022, mais c'est tout à fait respectable. Et puis c'est parce qu'il a des qualités indéniables. Donc il a le droit de viser évidemment 2022, mais moi je vise tout sauf 2022. Je veux me consacrer à la présidence des Républicains. Et je pense qu'il est important qu'on ait une présidente ou un président qui prennent le temps de respecter chaque étape de la reconstruction, de l'écoute des militants, de la refondation du parti, et en aucun cas qui se servent du parti comme d'un tremplin pour des ambitions personnelles. Ça veut dire que vous privilégiez une primaire interne ou ouverte pour sélectionner le futur candidat de la droite? Les militants ont été très traumatisés par les primaires, mais je pense que si on avait gagné les élections présidentielles, le débat ne se poserait pas. Ce qui revient souvent dans les réunions, c'est qu'il ne faut pas les remettre en cause. Ce qu'on peut remettre en cause, c'est le mode de fonctionnement de la primaire, où des gens de gauche, par exemple, sont allés voter pour essayer d'influencer le scrutin. Donc oui, il y a une primaire fermée? Non, pas fermée. Moi, j'ai une proposition à faire, c'est si les autres partis de gouvernement font aussi ce mode de système de primaire, faire comme dans certains caucus américains, tout le monde vote le même jour, on tient un même registre et vous ne pouvez voter qu'une fois. Comme ça exclut le problème des gens de gauche qui viennent voter aux primaires de droite et réciproquement. Alors, il y a un BP des bureaux politiques des Républicains qui doit se tenir ce soir. Est-ce que c'est enfin l'épilogue pour les constructifs? D'un épisode ridicule. Depuis que ces gens-là sont au gouvernement, je demande à ce qu'on acte le fait qu'ils sont partis. J'ai d'ailleurs été la seule, Laurent Wauquiez ne l'a pas fait. Donc c'est un peu facile. Ce soir, ils vont tous dire « Ah, on est content, on l'a obtenu ». Il aurait été bon de le dire depuis un certain temps. En tous les cas, les militants nous le demandaient. Et vous savez, j'ai été aussi porte-parole des Républicains pour les législatives avec François Baroin. Et c'était extrêmement douloureux de voir ces gens-là qui venaient de notre famille politique, nous poignarder dans le dos en allant sur le terrain pour faire campagne contre les nôtres, tout ça pour un poste pour lequel ils s'étaient chèrement vendus, on peut d'ailleurs. Ce sont des traîtres, c'est ce que dit Nadine Morano ce matin dans le Parisien. Ce sont des gens, en tous les cas, qui ont peu de valeur morale, et je crois que dans notre famille politique, la loyauté, la fidélité et l'attachement à une certaine éthique, c'est aussi des valeurs de droite, et c'est extrêmement important de les porter. Est-ce qu'on peut exclure les constructifs et pas Sens commun? Sens commun qui a appelé, je rappelle, à une plateforme commune avec le Front National. Alors Sens commun, c'est un courant qui fait partie, comme d'autres courants des Républicains. Il y a toutes sortes de sensibilités à Sens commun. C'est des gens qui se définissent comme porteurs d'une philosophie chrétienne. Après, vous avez des gens qui sont plutôt chrétiens sociaux, entre guillemets, d'autres qui, au contraire, ont des positions un peu plus radicales. Voilà, ce qu'on leur reproche, c'est plus cette éventuelle alliance avec le Front National. Non, mais il y a deux choses.
Sens commun en soi, on fait tout un fantasme là-dessus. Il y a des gens très bien à sens commun. Moi, j'ai même des collègues à la région qui votent les mêmes textes que nous, même les politiques de prévention en matière de sida, etc. Donc vraiment, c'est pas la caricature qu'on en fait. En revanche, les propos du président, notamment sur le flirt avec Madame Maréchal Le Pen, c'est intolérable. Donc moi, je ne demande pas l'exclusion de sens commun, mais par contre qu'ils fassent le ménage chez eux et qu'ils n'approuvent pas les propos de leur président qui, je crois, depuis s'est rétracté. Quand vous voyez vendredi à Bordeaux, Édouard Philippe, donc aujourd'hui encore républicain, et Alain Juppé, ça vous fait quoi? Il faut poser la question à Maëlle de Canan, mais en tous les cas, je me dis oui, c'est un peu des amis qui se retrouvent. Bon, moi, j'aimerais bien que Alain Juppé lui demande si ça ne le gêne pas d'assassiner les collectivités territoriales à coups de rabot de dotation, mais surtout avec la suppression de la taxe d'habitation, par exemple. Mais ça veut dire quoi, qu'Alain Juppé est plus tout à fait dans la ligne des Républicains aujourd'hui? C'est parce qu'il s'en éloigne. Heureusement, les gens sont libres d'avoir leurs opinions et leurs amitiés. Néanmoins, je préfère la position de François Baroin, qui va être de nouveau président de l'Association des maires de France et qui va nous aider, je serai d'ailleurs à ses côtés à l'AMF, pour défendre les maires et les collectivités territoriales qui sont littéralement assassinés par le gouvernement Macron-Philippe. Les constructifs, ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de mesures qui sont défendues par la droite et qui aujourd'hui sont en train d'être votées par Emmanuel Macron. Finalement, est-ce que ce budget-là, qui sera voté par les députés cet après-midi, c'est pas un budget de droite que la droite devrait approuver? Non, un budget de droite, ce serait déjà un budget qui s'occuperait des classes moyennes. Et ces budgets-là font la part belle aux portefeuilles les plus aisés. Alors c'est bien d'une certaine façon, pour relancer l'investissement en France, par exemple. Mais par contre, ça ne tend absolument pas la main aux classes moyennes. C'est un budget qui ne répond pas au sentiment d'abandon que vivent nos compatriotes des classes moyennes. Donc là-dessus, c'est pas du tout un budget de droite. Il y a des sujets sur lesquels M. Macron et M. Philippe sont absolument muets. Pour nous, ne sont pas rien. La laïcité, la place des femmes dans certaines banlieues. Sauf que ça n'a rien à faire dans le budget. Non, mais là, vous me parlez du fait que ce soit un gouvernement proche de la droite. Il y a énormément de sujets sur lesquels ces gens-là sont muets et qui, pour nous, sont des sujets qui sont prioritaires et fondamentaux. Comme je vous le disais, sur le budget, en tous les cas, il y a des sujets sur lesquels nous ne sommes absolument pas d'accord. La hausse de la CSG. Je vous rappellerai quand même que M. Le Maire qui va la défendre est celui qui l'avait pourfendu lorsqu'il était candidat pendant les primaires. Que vous prenez la TVA sociale. La suppression de la taxe d'habitation et encore une fois le matraquage des classes moyennes. Alors il y a un sujet auquel s'intéresse le gouvernement d'Emmanuel Macron aussi, c'est la violence faite aux femmes, la violence sexiste et sexuelle. Vous avez écrit à Marlène Schiappa, elle était sur ce plateau hier, elle n'a pas reçu votre lettre. À propos de la judiciarisation, c'est ce que vous souhaitiez. Elle dit, ça existe déjà, il y a déjà des démarches pour aider les femmes. Quelle était votre proposition? Non, mais elle a eu un peu du mal à répondre. En fait, il y a des plateformes qui existent, mais qui ne sont pas des plateformes institutionnalisées, des plateformes d'État. Ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait une vraie plateforme qui, justement, permette aux femmes de témoigner anonymement et que leurs témoignages puissent être recueillis par des magistrats pour les pousser à porter plainte quand il y a des recoupements autour d'une même personne. Ça me paraît déjà mieux parce que la plupart des femmes n'osent pas porter plainte, donc c'est un vrai sujet dans notre société. Et en même temps, déverser des accusations sans moyen pour la personne de se défendre sur les réseaux sociaux, qui sont parfois des déversoirs de haine, ça me paraît aussi très dangereux. Donc ça me paraît être un juste milieu acceptable. En revanche, si le gouvernement s'intéresse aux droits des femmes, j'aimerais qu'il s'intéresse encore une fois à la montée du communautarisme, au fait que certaines femmes ne puissent pas s'habiller comme elles le souhaitent dans certains quartiers de notre République. J'aimerais bien que l'État s'empare aussi de ces sujets-là. Vous dites que vous préférez une plateforme anonyme. S'il n'y avait pas eu ce hashtag Balance ton port, s'il n'y avait pas eu cette initiative sur Twitter, est-ce qu'on en aurait autant parlé? Non, et je pense qu'à la base, c'est bien de l'avoir fait, mais que maintenant, il est dangereux de pérenniser cela. Et je pense qu'il faut le faire de manière plus encadrée, mais qui en même temps puisse être un vrai coup de pouce pour qu'on aille vers une judiciarisation de plaintes. Il y a une plainte contre Christophe Arène, qui est un député La République En Marche. C'est son ancienne directrice de campagne qui a porté plainte pour agression et harcèlement sexuel. Lui porte plainte également pour dénonciation calomnieuse. Est-ce que vous pensez qu'il peut continuer à siéger sur les bancs de l'Assemblée? Est-ce qu'il doit se mettre en retrait ou pas? Non, moi je suis très attachée à la présomption d'innocence et ça fait aussi partie pour
pour moi des grands principes fondamentaux. Je me rappelle des débats lors de la loi Guigou, où elle était beaucoup critiquée parce qu'on disait justement que la présomption d'innocence n'était pas bien, qu'il fallait une présomption de culpabilité dans certains camps. Et après, ça, au contraire, on a dit si finalement c'est une bonne chose. Et bien aujourd'hui, on est en train de revenir en arrière. Non, la présomption d'innocence, c'est pas à géométrie variable. Donc on ne condamne pas des gens avant qu'ils n'aient été jugés. On va écouter Bruno Le Maire sur les travailleurs détachés et vous allez réagir. Ce que ça va changer, c'est qu'on met un coup d'arrêt au dumping social en Europe. Donc tout ça, pour moi, c'est une vraie victoire de l'Europe et c'est une vraie victoire de la France, puisque c'est le président de la République qui avait porté ça depuis le début de son quinquennat. C'est la preuve que lorsque on y met toute la volonté politique nécessaire, on peut éviter que l'Europe aille dans une mauvaise direction. La mauvaise direction, c'est le dumping social, c'est le dumping fiscal, c'est le moins-disant permanent. L'Europe, elle doit viser à aller vers le meilleur, pas vers le plus bas. Florence Portelli, est-ce que c'est une victoire de l'Europe, cet accord arraché à Luxembourg ? Non, et on voit d'ailleurs toutes les difficultés à vivre à 27, et je comprends évidemment les positions des uns et des autres. Néanmoins, le problème des travailleurs détachés, c'est qu'en moyenne, il ne reste pas 12 mois, mais il reste 47 jours. 47 jours, voilà. Donc ça ne va absolument pas répondre au problème. Donc je pense que c'est pas du tout une victoire, et au contraire, il faudrait que l'on puisse appliquer, à mon avis, non pas qu'on puisse appliquer la législation en matière sociale du pays qui accueille le travailleur. Merci Florence Portelli d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes candidate à la présidence des Républicains et cette élection aura lieu les 10 et 17 décembre prochains. Merci à vous et très bonne journée.